Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le web journal de Radio-Québec. On ne parlera pas de politique américaine aujourd'hui, mais on va parler d'un développement extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on parle maintenant, le Québec est essentiellement un laboratoire de contrôle social. Et il y a un nouveau développement maintenant, c'est-à-dire qu'on a recours, les médias ont recours, le gouvernement a recours à la psychiatrisation de la dissidence. Ils ont tout essayé, hein, ils ont essayé de faire en sorte qu'on coupe les liens avec nos familles. Je veux dire, ils ont sorti énormément d'arguments, ils nous ont traités de complotistes, un terme qui veut absolument rien dire. Ils ont essayé de nous faire passer pour des violents en agitant la menace terroriste, etc. Ils utilisent tous les vieux trucs dans leur sac, là, et maintenant, ils utilisent la psychiatrisation de la dissidence, de ceux qui se posent des questions à des fins de contrôle social. Alors, ça, c'est comme un peu l'étape finale, puisque dans un système de contrôle social, il y a premièrement, par exemple, l'école, les médias, ça c'est le premier niveau de contrôle social. Après ça, dans le contrôle social, là, pour gérer les gens, les faire agir comme on veut qu'ils agissent, il y a donc les médias, l'école, pour gérer les comportements. Après ça, il y a le judiciaire, hein, la police, les tribunaux, etc. Et l'étape finale dans le contrôle social, c'est la psychiatrie. C'est à ce moment-là qu'on vous enlève le droit de parole, c'est-à-dire que à partir du moment où est-ce qu'un psychiatre vous diagnostique comme étant en perte de contact avec la réalité, vous n'avez plus droit de parole. Vous êtes sorti du logos, comme on pourrait dire. Alors, mais ici, c'est utilisé à des fins de contrôle social, afin de briser le mouvement grandissant de personnes qui se posent des questions, parce que plus les mesures gouvernementales, moins elles ont de sens, plus elles sont, comment je pourrais dire, contrôlantes, plus elles sont coercitives, plus les gens se posent des questions. Hein, c'est comme le gouvernement avec des mesures qui ne sont plus en contact avec la réalité. C'est eux qui ne sont pas en contact avec la réalité, là, mais en imposant des mesures qui ne sont ni des recommandations de la santé publique, ni basées sur la science, etc., et qui détruisent la vie des gens, la pression à l'intérieur de la marmite augmente et le gouvernement essaye avec des opérations de propagande, de contrôle social, de garder le couvercle sur la marmite. Mais c'est pas seulement ça qu'ils font ici. C'est-à-dire que non seulement ils essaient de garder le couvercle sur la marmite, mais ils essaient de briser psychologiquement les Québécois. Et c'est pas parce que ça se passe au Québec qu'il faut dire que ça ne nous concerne pas ailleurs dans la francophonie. Ça s'en vient partout. C'est exactement comme les camps de concentration COVID en Nouvelle-Zélande et en Australie l'été dernier dont on a parlé. On n'en revenait pas. On disait ça va jamais venir ici. C'est arrivé ici. Maintenant, la psychiatrisation de la dissidence s'en vient. Hein. Ça vient avec le grand reset et tout ça. C'est-à-dire que si on se pose des questions, il faut absolument en finir avec les récalcitrants et ça va venir ailleurs dans le monde, c'est-à-dire en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, etc., ailleurs dans le monde. Ici, le Québec est un laboratoire pour la psychiatrie. En tout cas, c'est un début avec les propos qui ont été tenus par le docteur Gilles, le psychiatre Gilles Chamberlain. Voilà, donc je vais vous montrer premièrement le clip et après on va en discuter. C'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que c'est une nouvelle étape, comme j'ai dit. Alors, je vous montre les propos, c'est à peu près 2 minutes, les propos du docteur Chamberlain. On va revenir sur chacune de ces allégations, une après l'autre. Et il faut comprendre ici là, que c'est l'arme ultime qu'ils ont déployée, hein, c'est-à-dire que c'est les médias plus la psychiatrie. C'est-à-dire les médias qui, comme l'a indiqué, l'a bien expliqué Noam Chomsky, hein, fabriquent du consentement. Dans un système démocratique, les gouvernements ne peuvent pas vraiment utiliser l'armée, la force coercitive pour contrôler la population. Alors, ils utilisent la communication pour garder les gens dans le troupeau, leur faire faire ce qu'ils veulent, obtenir le consentement de la population pour les actions du gouvernement. Donc, c'est très, très, très pernicieux. Je vous demande, je vous suggère d'aller écouter ce documentaire-là de Noam Chomsky, La fabrication du consentement, mais d'écouter le documentaire de Noam Chomsky et non pas les comptes rendus que les médias en ont fait, parce que les médias ont comme, je veux dire, dilué la sauce beaucoup, là, évidemment, puisqu'ils sont ciblés.
Donc, la fabrication du consentement et ceux qui ne sont pas dans le consensus médiatique maintenant, avec l'intervention du docteur Chamberlain, sont qualifiés de sont décrits comme étant en état de psychose essentiellement, parce que la psychose est un état de perte de contact avec la réalité. Alors, si on ne suit pas le narratif médiatique, on est maintenant diagnostiqué à distance par quelqu'un qui n'a pas vu notre condition, nos motivations, qui ne sait rien de nous. On est diagnostiqué à distance par un spécialiste de psychose. Vous comprenez à quel point c'est pernicieux et à quel point ça, je veux dire, c'est la nouvelle arme dans l'hystérie COVID. Je vous montre les propos du docteur Chamberlain et on revient tout de suite après. Des adeptes, mais les adeptes se font de plus en plus remarquer parce que c'est de plus en plus difficile de nier la réalité. Il y a de plus en plus de gens qui sont touchés. Tout le monde connaît quelqu'un qui est touché. La réalité est là. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de nier cette réalité-là. Donc, ceux qui la nient ressortent beaucoup plus, là. Ouais. Donc, on comprend en même temps les mécanismes sectaires là, qui sont à l'œuvre. Bon, donc, négation de la réalité. Il ne décrit même pas ce qui est nié. Hein. Il reste extrêmement vague pour se donner une marge de manœuvre. C'est un spécialiste, mais il parle de façon très vague. Et là, après, on parle de mécanismes sectaires. Ouais, l'animatrice parle de mécanismes sectaires de ceux qui ne sont pas dans le discours médiatique. C'est-à-dire que les médias, eux, contrôlent le logos et nous sommes dans le pathos. Vous comprenez? L'inconnu, la pandémie, le virus, la perte de contrôle qui engendre beaucoup de peur. La question, c'est pourquoi cette violence-là? Là? Donc, avec la violence, alors que, je veux dire, le lien avec la violence, alors que la violence a été condamnée partout. Il n'y a jamais eu de violence dans les manifestations et la violence a été condamnée par tous les leaders de ces manifestations-là et tous les leaders influents. Très clair, ces gens-là, entre eux et nous. Là, pourquoi les menaces, cette haine envers ceux qui ne partagent pas leur vue? Donc, les menaces, on ne sait pas d'où est-ce que l'animatrice a sorti ça, les menaces et la haine. Elle est en train de juger des centaines, voire des millions de personnes, je veux dire, à l'emporte-pièce comme ça. Effectivement, il y a beaucoup de haine. C'est parce que c'est la raison pour laquelle ils n'y croient pas. Premièrement, il y a des gens dans ça qui sont carrément pathologiques. Il y a 1% de la population qui a un trouble délirant, qui peut prendre différentes formes. Mais c'est sûr que ce 1%-là va être drainé dans le phénomène là, des négationnistes. Donc, il vient de faire un autre diagnostic, c'est-à-dire qu'il dit que le 1% qui souffre de troubles délirants est automatiquement drainé chez les complotistes. Je veux dire, ça repose sur rien, ce jugement-là. Encore une fois, c'est un expert de pacotille. La COVID, c'est évident. Donc, il y a des gens pour qui c'est carrément une pathologie. Ça va être irréductible par la logique. Quoi qu'on fasse, ils vont toujours avoir une explication. C'est des comédiens, c'est ci, c'est ça. Et ceux-là, ça va être extrêmement difficile de les faire changer d'idée parce que, par définition, ça ne se change pas par la logique. Par définition, ça ne se change pas par la logique. Là, on va juste... vous comprenez ce que vient de faire le docteur Chamberlain, l'extrait continue, là. Docteur Chamberlain vient de politiser la psychiatrie, c'est-à-dire qu'il vient de faire un diagnostic sur un mouvement de dissidence exactement, afin évidemment à des fins de contrôle social, à des fins de, je veux dire, de manipulation émotive. Il a opéré de la sorte exactement comme en URSS, avec la politisation de la psychiatrie. En URSS, lorsqu'il y avait de la dissidence face au régime, les psychiatres de l'État, je veux dire, diagnostiquaient la dissidence comme étant souffrant de schizophrénie, etc., perte de contact avec la réalité, exactement comme vient de le faire le docteur Chamberlain. Alors, c'est très, très, très grave. Je veux dire, ça nous rappelle les heures sombres de la psychiatrie dans les années 60-70. Alors, abus politique de la psychiatrie. L'abus politique de la psychiatrie, appelé aussi psychiatrie punitive, est l'utilisation abusive de la psychiatrie, y compris le diagnostic, la détention et le traitement dans le but d'entraver les droits de l'homme d'individus et ou de groupes dans une société. En d'autres termes, l'abus de la psychiatrie est l'action délibérée de faire diagnostiquer psychiatriquement des citoyens qui n'ont besoin ni de contraintes psychiatriques ni de traitement psychiatrique. Exactement comme vient de le faire le docteur Chamberlain. Il vient de commettre un abus politique de la psychiatrie. Des psychiatres ont été impliqués dans des violations des droits de l'homme
dans des États du monde entier lorsque les définitions des maladies mentales ont été élargies pour inclure la désobéissance politique. C'est exactement ce que vient de faire. Est-ce que j'utilise le terme salopard ou on reste poli? Le docteur Chamberlain, disons. Comme l'ont longtemps soutenu des universitaires, les instituts gouvernementaux et médicaux, codent les menaces à l'autorité comme des maladies mentales lors de troubles politiques, exactement comme ce qu'on est en train de vivre au Québec. Donc, hein, les universitaires, comme des docteurs, comme le docteur Chamberlain, codent les menaces à l'autorité comme des maladies mentales. Ouais. Ça s'appelle un abus politique de la psychiatrie. L'article continue, diagnostic utilisé, l'analyse concrète de cas de répression psychiatrique. C'est de la répression psychiatrique contre des non-conformistes ou dissidents, démontre que c'est par des diagnostics masqués utilisés dans des buts répressifs, exactement ce qu'il vient de faire, consiste le plus souvent à conclure par un développement de la personnalité paranoïaque ou, comme il vient de le faire, en diagnostiquant des centaines de milliers de personnes à distance en perte de contact avec la réalité, sans jamais avoir vu leurs dossiers médicaux. Hein. Je rappelle, il ne connaît rien des motivations, il ne connaît personne dans ces groupes-là, il n'a vu aucun patient, ne connaît rien de nos dossiers médicaux. Je veux dire, il vient de nous catégoriser, pas juste nous, hein, c'est-à-dire, il vient de le faire pour l'ensemble des gens qui contestent la COVID, y compris des médecins, vous comprenez, des universitaires, des gens avec des PhD, des sommités mondiales. Il vient de ratisser très, très, très large. Donc, personnellement, on pouvait aussi regarder psychiatrie punitive en URSS. La psychiatrie punitive en URSS était un système utilisé pour emprisonner les dissidents dans les hôpitaux psychiatriques appelés psuchka, souvent sous le diagnostic de schizophrénie torbide. Okay? Il y a eu des abus comme ça au Québec. Notamment dans le cas de ce qu'on appelle les orphelins de Duplessis, alors que l'État avait catégorisé comme malades mentaux des enfants qui ne l'étaient pas, afin de les faire rentrer dans des orphelinats et obtenir des subventions de la part du fédéral. Je pense que c'est ça. Dans les années 1990, il restait environ 3000 survivants et un groupe important s'est formé, lançant une campagne pour obtenir justice. Ils se sont donné le nom orphelin de Duplessis, en plus de la responsabilité du gouvernement et de l'Église. Le Collège des médecins du Québec est ciblé après que certains des orphelins eurent trouvé des copies de leurs dossiers médicaux qui avaient été falsifiés. Comprenez? Alors, il faut arrêter de voir les médecins comme, je veux dire, comme des personnalités omnipotentes, omniscientes. Ils ne le sont pas. Le docteur ici, le docteur Chamberlain, vient de commettre une faute grave qui s'apparente à ce genre de pratique abusive. Comprenez que les docteurs ont un statut particulier hein, depuis une cinquantaine d'années. Les docteurs ont essentiellement remplacé la pratique religieuse. Avant, quand quelqu'un mourait dans la famille, quand quelqu'un était souffrant, on priait le bon Dieu, on faisait des chapelets, on récitait le « Je vous salue Marie », je ne sais quoi, afin qu'il retrouve la santé. Maintenant, on va voir le docteur. Quand notre conjointe a des problèmes d'infertilité, avant, encore une fois, on priait, on faisait des prières, et là, maintenant, aujourd'hui, on va voir le docteur. Alors, sur plein d'éléments, les docteurs ont remplacé et le clergé et, je veux dire, se sont substitués à la prière au bon Dieu, vous comprenez? Et donc, plusieurs d'entre eux souffrent de ce qu'on appelle le complexe de Dieu. Ici, le complexe de Dieu. Donc, le complexe de Dieu. Richard Martineau nous en parle. C'est intéressant puisque l'extrait est passé à TVA Nouvelles. On va parler d'un journaliste de TVA. Richard Martineau nous dit « Vous souvenez-vous du film Malice qui mettait en vedette Nicole Kidman et Alex Baldwin? Alex Baldwin joue le rôle de médecin surdoué accusé d'avoir rendu une femme stérile. Dans une scène devenue culte, l'ex-flamme de Geneviève Sabourin affronte un avocat qui lui reproche d'avoir la grosse tête. Oui, les médecins ont une tête enflée, surtout ces temps-ci. Et là, l'avocat, dans la scène, Alex Baldwin dit, parce que c'est une espèce de super médecin hein, qui est habitué à la gloire, un peu comme le docteur Chamberlain. Le docteur Chamberlain qui passe, je veux dire, passe souvent à la télévision lorsqu'il y a des trucs, des segments sur la psychiatrie. Il est habitué à se regarder à la télévision, on pourrait dire. Donc, Alex Baldwin, qui joue le rôle du docteur, dit « Vous vous demandez si je me prends pour Dieu. Savez-vous quel genre de note un étudiant doit recevoir pour être accepté dans une grande école de médecine?
Avez-vous une vague idée des talents qu'un homme doit posséder pour diriger une équipe chirurgicale? J'ai un doctorat en médecine de Harvard, je suis spécialiste certifié en cardiologie et en traumatologie. Lorsqu'un homme s'agenouille devant la chapelle et prie pour que sa femme ne fasse pas une fausse couche ou que sa fille ne saigne pas à mort, qui prie-t-il selon vous? Vous me demandez si je me prends pour Dieu. Non, je ne me prends pas pour Dieu, je suis Dieu. Et là, c'est à se demander si le docteur Chamberlain souffre du complexe de Dieu. Ça se trouve sur Wikipédia, vous pouvez chercher le complexe de Dieu. Ça a l'air d'un trouble pathologique, cependant, qui affecte particulièrement les médecins. Cependant, ce qui est étrange, c'est qu'on ne trouve pas ce trouble pathologique dans le DMS-5, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, qui est la référence pour les psychiatres. Le complexe de Dieu n'apparaît pas comme un terme clinique ou un trouble diagnosticable et n'apparaît pas dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Vous comprenez, les médecins se sont gardés une petite gêne pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se faire diagnostiquer. Le trouble particulier dont pourraient souffrir les médecins ne figure pas dans le manuel des troubles psychologiques rédigés par les médecins. Vous comprenez? C'est comme si il n'y avait pas dans le code, comme s'il n'y avait pas dans le code civil, hein, dans les lois, un élément qui permettrait à un juge de condamner un autre juge. Ouais, c'est la perception totale. Je veux dire, c'est l'angle mort. Alors, c'est ça que ça m'a fait penser. L'intervention du docteur Chamberlain qui se situe très haut au-dessus de la société québécoise et qui se permet de diagnostiquer l'ensemble d'un mouvement politique, de pratiquer essentiellement la psychiatrie punitive. Donc, procéder à un diagnostic hâtif, c'est comme ça que j'appellerais ça. Le docteur Chamberlain n'en est pas à son premier diagnostic hâtif. Il avait témoigné dans le meurtre, cette histoire, vous vous rappelez de Ricky Rocco Magnotta, ce meurtre sordide. C'est un tueur, je sais pas si c'est un tueur, je pense pas que c'est un tueur en série, peut-être un tueur en série. Il avait comme découpé son conjoint, donc un meurtre sordide. Et le docteur Chamberlain avait été appelé à témoigner en évaluant Ricky Rocco Magnotta, le tueur. Et c'est ici qu'on dit justement, donc il avait dans son rapport, par définition, les pertes de contact avec la réalité ne peuvent toucher qu'un aspect bien précis de la réalité, alors qu'un individu peut par ailleurs bien être ancré dans le monde réel qui l'entoure. L'étendue de la psychose et le degré de déformation de la réalité qu'un individu ressent à la suite d'une psychose peuvent être très variables et difficiles à préciser. Et là, il définit la psychose, ce dont il vient de nous diagnostiquer. Psychose 101, dans son rapport, le docteur Chamberlain explique qu'une psychose est une perte de contact avec la réalité. Exactement ce qu'il est allé dire au micro de Sophie Thibault là, au sujet des complotistes, là, entre guillemets. Habituellement causée par des hallucinations ou des délires. Convictions fausses, inébranlables par la logique, c'est ce qu'il a dit aussi dans l'entrevue. Là. Donc, c'est comme s'il posait un diagnostic de psychose. Et non partagé par l'entourage, bien sûr, parce que les médias disent que la COVID, c'est très grave. Et nous autres, on dit finalement, étude à l'appui, que ce n'est pas le cas. Donc, il avait dit, et là, il s'était fait accuser par la défense d'avoir procédé à un diagnostic hâtif sans avoir lu l'ensemble du dossier médical du patient. L'expert de la couronne n'a pas lu tous les rapports médicaux de Luca Rocco Magnotta pour forger son opinion et il avait conclu que l'accusé était sain d'esprit avant même son arrestation, lui a reproché la défense. Voilà. Donc, Dr Chamberlain, qui est, je dirais pas un habitué des diagnostics rapides, mais qui coupe les coins ronds assez souvent. Maintenant, il nous accuse dans la vidéo de faire partie d'une secte, et ça, c'est un argument qui va revenir partout. Vous allez l'avoir en Europe, à la télévision, là, on va vous accuser d'être une secte si vous n'êtes pas dans le consensus médiatique là, qui a été fabriqué avec la fabrication du consentement, les médias, etc. Donc, on vous accuse d'être dans une secte, mais pensez-y sérieusement. Là. C'est un argument qui revient souvent, le truc de la secte. Là. Je veux dire, qui souffre d'interdits? Qui obtempère aux interdits de la santé publique, les règles et des règles comportementales strictes, qui portent des signes distinctifs, hein, comme les masques, alors qu'ils sont démontrés inutiles ou marginalement utiles. Les masques comme signe d'appartenance sociale, comme dans une secte, là, on a comme un vêtement distinctif qui fait en sorte qu'on appartient au groupe.
il y avait, je pense, un article du du New England Journal of Medicine que j'avais cité au début de l'été qui parlait justement de ça. Hein, les masques comme signe rassurant pour assurer, qui font un signe d'appartenance, etc. Qui, je veux dire, qui encourage à la délation. Vous comprenez que ce sont ceux qui sont dans le paradigme du COVID, maladie très dangereuse, qui sont dans, je veux dire, porter des signes, un accoutrement distinctif, le masque, qui suivent des règles comportementales très strictes, la distanciation sociale, je veux dire, tu sais, le fait d'abandonner le sport, la religion, les activités sociales, réunions familiales. Rappelez-vous quand Mario Dumont avait demandé à ceux qui étaient dans le paradigme COVID, là, les conformistes, il leur avait demandé de couper les liens avec la famille. Si c'est pas une secte, ça, c'est quoi? Qui encourage à couper les liens avec la famille? Qui encourage à une sexualité contrôlée? Qui encourage à des signes d'appartenance distinctifs? Qui encourage à la délation? Hein? Sexualité, je vous en avais parlé de ça, là, sexualité contrôlée. Ce sont tous les signes d'une secte. Pierre, est-ce que c'est sécuritaire d'avoir des relations sexuelles dans le contexte de la pandémie? Eh bien, Santé publique Ottawa vous propose un site qui est rempli de suggestions pour limiter justement les risques d'infection qui sont liés à la COVID-19, à commencer par la plus efficace et la moins risquée, la masturbation. Le partenaire sexuel... Donc, qui contrôle la façon dont les gens de leur secte s'habillent, qui contrôle les comportements, qui contrôle la sexualité et les activités sociales, qui encourage à la délation, qui opère à l'intérieur d'un dogme rigide et quiconque se retrouve à l'extérieur du dogme est critiqué. Ce sont les conformistes, ceux qui ont acheté, ceux qui ont bu le Kool-Aid des médias, hein, qui ont été victimes de la fabrication du consentement, donc ceux qui opèrent selon le dogme de la COVID. Un dogme est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable, intangible, formulée par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Dans ce cas ici, c'est les médias aussi. Qui opère sur un dogme? Certainement pas nous. Qui opère, comme je l'ai dit, là, je veux dire, avec des signes distinctifs, des règles comportementales. C'est tout l'autre côté, mais ils sont dans une logique d'inversion accusatoire. Et donc, ils vous accusent de ce dont ils sont coupables. Il y a une espèce de religion COVID, hein, et nous autres, on n'est pas croyants, on est agnostiques là-dedans, et on est accusés d'être une secte, parce qu'on veut pas embarquer dans leur délire. OK? Alors que de notre côté, il n'y a pas de dogme, il y a la liberté de penser, et on revendique le droit à la liberté de conscience, parce que ce que le docteur vient de faire, notamment, c'est qu'il vient de brimer en psychiatrisant la dissidence, en opérant comme en URSS, il vient de brimer la liberté de conscience des Québécois, et ça, c'est très grave, et de tous ceux qui se questionnent ailleurs dans le monde. Donc, la liberté de conscience, c'est le droit accordé à une personne d'avoir les valeurs, les principes, les opinions, les religions et les croyances qu'elle veut. Ces choix vont conduire son existence. Cette liberté est plus ou moins reconnue et respectée par les lois inscrites dans les textes constitutionnels de différents pays, etc. Donc, puisque notre argumentation est fondée, on n'est pas en perte de contact avec la réalité. Le docteur Chamberlain nous accuse de crime de pensée. Et ça nous amène à 1984. Donc, dans 1984, le roman dystopique de George Orwell, le crime de pensée est le crime essentiel, celui qui englobe tous les autres. Il consiste à entretenir une croyance ou un doute contraire au parti au pouvoir de quelque manière que ce soit. La police de la pensée est chargée de découvrir et punir les auteurs de crimes de pensée. Est-ce que le docteur Chamberlain vient d'opérer exactement comme la police de la pensée? La réponse, c'est oui. Je rappelle au docteur Chamberlain que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques et le culte et l'accomplissement des rites. Alors, comprenez là, ce qui est nié ici, c'est fondamental. Et ça nous amène à 1984, comme je disais, c'est parce qu'ils nous accusent de crimes de pensée, d'avoir osé penser par nous-mêmes à l'extérieur du narratif médiatique. On a montré
avec l'aide de Sommité mondiale, que nous avions raison sur les essentiels de la COVID-19, c'est-à-dire notamment sur l'efficacité des masques qui n'ont pas démontré leur efficacité selon l'Institut national de la santé publique, sur le taux de mortalité qui a été situé par le Dr Rosenberg et admis aussi à Radio-Canada par, je pense qu'elle s'appelle Mme Dupuis, comme étant près de celui de la grippe. On a dit que les prisons COVID s'en venaient au Canada et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. On a eu raison aussi sur les tests PCR que l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu comme étant mal utilisés, trop sensibles ou qui étaient utilisés sans un diagnostic médical associé. Donc, on a eu raison sur les tests PCR, on a eu raison aussi sur les mesures sociales draconiennes comme le confinement et la distanciation sociale, dont le docteur John Ioannidis a conclu avec des collègues dans une gigantesque étude publiée récemment que tous ces gestes, confinement, distanciation sociale, etc., étaient inefficaces. Alors, de quel côté est le logos, Dr Chamberlain? Vous dites qu'on est dans le déni alors qu'on a eu raison sur pratiquement tout depuis le début. Et c'est vous qui êtes confinés, je veux dire, à l'irrationalité avec des mesures dont Horacio Arruda et plusieurs représentants de la santé publique ont dit qu'ils n'étaient pas fondés sur la science et qui n'étaient pas prouvés, comme la fermeture des gyms et des restaurants, alors qu'il n'y avait aucune éclosion là-dedans ou preuve d'éclosion majeure, n'étaient pas fondés sur des recommandations de la santé publique. Ils l'ont fait quand même. On a eu raison aussi sur le taux de mortalité, alors que l'Institut national de la santé publique nous a indiqué qu'à 97%, c'était de la comorbidité dans la première vague, que le gouvernement incluait des cas de cancer, des AVC, etc., dans les statistiques de la mortalité afin de faire peur aux gens. Afin de faire peur. Pourquoi faire peur? Vous devriez le savoir, vous êtes psychiatre pour obtenir du conformisme social. Donc, nous avons eu raison sur tout et vous êtes du côté de ceux qui abusaient psychologiquement, socialement, économiquement et politiquement de la population québécoise. Je vais vous montrer ici, quand je dis qu'ils essayent pas seulement de garder le couvercle sur la marmite en nous confinant au pathos, mais qu'ils essayent également de nous briser psychologiquement, c'est ça ici. Dans 1984, à la fin du livre, vous connaissez bien ceux qui l'ont lu, je vous invite à le lire parce que c'est essentiel à ce moment-ci. Vous voyez sûrement le meme passé, COVID 1984, donc parce qu'on est dedans. Ils essayent de nous faire croire que 2 plus 2 égale 5, les médias, vous comprenez? Qu'on n'est pas du côté de la raison, qu'ils ont la raison de leur bord. Or, c'est faux, pour les raisons que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Donc, 2 plus 2 égale 5, l'expression 2 plus 2 égale 5 est parfois utilisée comme une représentation d'un sophisme destiné à perpétuer une idéologie politique. C'est-à-dire qu'indépendamment des faits, on continue avec la ligne du parti. Indépendamment des faits sur le terrain, je veux dire que les cas de COVID sont en chute libre, etc., partout dans le monde, que c'est pas vraiment une maladie dangereuse, qu'il y a à peu près 300 personnes qui sont mortes du COVID au Québec, pas 10 000, avec 97% de taux de comorbidité. On continue, malgré les faits, avec des mesures dictatoriales qui n'ont aucun contact avec la réalité. Je vous ai dit souvent que c'était politique, c'était pas sanitaire, et le fait que c'est politique et pas sanitaire est représenté par ce 2 plus 2 égale 5 qu'on retrouve dans 1984. Donc, Orwell, je vais vous montrer un clip après ça qui l'indique. Là. Donc, George Orwell avait déjà utilisé ce concept avant la publication en 1949 de 1984. Donc, s'il dit que 2 et 2 font 5, eh bien, 2 et 2 font 5. Si l'État dit que 2 et 2 font 5, eh bien, 2 et 2 font 5. Okay? Cette perspective m'effraie bien plus que les bombes. Sur le plan politique, cet usage a été illustré par le roman 1984, où cette formule est opposée au truisme 2 plus 2 égale 4. Mais on n'a plus le droit de dire 2 plus 2 égale 4 au Québec. On n'a plus le droit de montrer d'avoir raison sur la COVID. Vous comprenez? 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire que, indépendamment des mesures de la réalité de la COVID sur le terrain, le gouvernement fait ce qu'il veut. Il faut croire le gouvernement, sinon on est psychiatrisé, comme en 1984, comme dans le roman 1984. Donc, le héros Winston Smith se demande dans son journal si l'État a le pouvoir de définir la formule 2 plus 2 égale 5
comme exact? Est-ce que l'État pourrait dire 2 plus 2 égale 5 est exact et après ça, tout le monde doit suivre? La réponse, c'est oui dans 1984. Il se demande si le fait que tout le monde y croit en fait une vérité. S'il y a beaucoup de personnes qui... Parce que là, c'est ça que le docteur Chamberlain dit, hein, il nie la réalité. De plus en plus de personnes le remarquent, là, on ne sait pas de quoi il parle exactement, il est extrêmement flou, mais on nie la réalité parce que de plus en plus de personnes... Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en quelque chose qu'une telle chose est vraie, docteur Chamberlain. OK? C'est pas parce qu'il y a 50 personnes qui croient que 2 plus 2 égale 5 que la personne qui dit que 2 plus 2 égale 4 n'a pas raison. OK? Lors de l'explication de la doctrine du parti, le dirigeant dit à Winston que le parti peut décider que 2 plus 2 égale 5 dans certaines circonstances, mais que dans d'autres, il est obligé de reconnaître que 2 plus 2 égale 4. En pratique, la vérité scientifique officielle donnée au public doit coller avec la doctrine politique, et c'est exactement ce qu'on voit au Québec et un peu partout dans le monde. La vérité scientifique doit être arrangée pour coller à la doctrine politique. C'est ça qu'on voit partout dans le monde. C'est pour ça que je dis depuis le début que, indépendamment de ce qu'on dit, ce qu'on fait, les preuves qui sont montrées, les études qui sortent, etc., le gouvernement n'écoute pas, continue avec son objectif COVID. C'est un objectif politique, il y a des visées politiques, et la doctrine politique domine sur le scientifique. On n'est plus dans la vérité, on est dans l'idéologie. On veut demeurer les maîtres de notre conscience, être capable de critiquer et de dire que 2 plus 2 égale 4, docteur Chamberlain, aux côtés de toutes ces sommités mondiales, Toussaint, Raoult, Perron, Toubiana, les docteurs, World Doctors Alliance, les docteurs aux États-Unis, il y a des milliers de docteurs qui pensent comme nous sur la COVID. Hein? J'ai envie de dire ça à la part tout le temps quand je parle du docteur Chamberlain, mais je vais rester poli parce que ce qu'il a fait, c'est une tâche historique sur la psychiatrie au Québec. Le docteur Ioannidis, le docteur aussi Soucharit Bakdi, le docteur Wardag aussi, toutes des sommités mondiales. Alors, on va rappeler aussi que des sommités mondiales qui sont par ailleurs censurées, exactement comme dans 1984. Quand tu dis la vérité, tu es censuré. On est dans 1984. Je rappelle aussi que du côté adverse, les gens comme le docteur Arruda, le docteur Fauci et l'OMS, n'ont pas arrêté de se contredire et d'avoir tort sur les masques, sur la légalité, l'importance du confinement, sur la transmissibilité du virus à travers les asymptomatiques. Fauci, j'ai les clips, hein, je ne vais pas les faire jouer parce que sinon ça va être un web journal de 2 heures, mais Fauci qui disait que dans l'histoire des maladies infectieuses, les asymptomatiques, c'est-à-dire 90% des gens qui testent positifs au test PCR, là, on le sait maintenant, ne sont pas les vecteurs d'une épidémie, d'une pandémie. Même chose, l'OMS avait admis exactement la même chose au mois de juin dernier avant de dire « Oh, les prix symptomatiques, etc. » Donc, c'est pas seulement que le Logos est de notre côté, parce qu'on a eu raison sur pratiquement tout, mais c'est que de l'autre côté aussi, ça n'a été que contradiction, improvisation, erreur. Rappelez-vous les chiffres des morts. On nous prévoyait c'était comme 2,2 millions de morts lors de la première vague, 500 000 morts en Angleterre, etc. Ils ont tous eu tort et on a eu raison sur la plupart des éléments. Je ne dirais pas sur tout parce qu'on va se garder une petite gêne, là, mais sur la plupart des éléments du COVID, on a eu raison. Et là, vous essayez de nous faire passer pour des malades mentaux en perte de contact avec la réalité. Ça ne passe juste pas. Ça ne passe juste pas, docteur Chamberlain. Et je vais inviter tout le monde à déposer des plaintes au Collège des médecins du Québec et à l'Ordre des psychiatres du Québec. Vous pouvez le faire aussi même si vous êtes à l'étranger, parce que ça va s'en venir chez vous de toute façon. On essaie, le Québec, comme je le disais tout à l'heure, ça j'avais perdu le fil de ma pensée, le Québec est un laboratoire pour certaines mesures de contrôle social, exactement comme l'Union européenne a été un laboratoire politique pour la dissolution des frontières, de la monnaie, etc. La dissolution du système d'étonation a été pilotée comme une expérimentation en Europe. Et là, ici au Québec, c'est d'autres choses. On teste la réaction du public en ce qui concerne la psychiatrisation de la dissidence dans le nouveau système totalitaire dans lequel ils essaient de nous faire entrer. Là. Ils font le test au Québec et ça va s'en venir chez vous très rapidement.
avec le nouveau reset, etc., l'agenda 2030, c'est le communisme 2.0, là, vous savez de quoi je parle. On refuse votre système carcéral. Trudeau qui disait qu'il n'y avait pas de prison COVID au Québec, il n'y avait pas de système carcéral COVID au Québec. En octobre dernier, il disait que c'était des fake news, alors que maintenant, on sait que c'est vrai. On a les vidéos de ça. Même chose avec, je veux dire, un ensemble de trucs, là. Le docteur Chamberlain serait mieux de se pencher sur les effets psychiatriques, psychologiques du confinement, de l'isolement, hein, on voit que les suicides sont potentiellement en hausse. Donc, ça aurait été mieux. Et je lui recommande, à l'avenir, au lieu de diagnostiquer en masse des gens qu'il n'a jamais rencontrés pour une gloire de 15 minutes à la télévision, 15 minutes de gloire à la télévision, je lui recommanderais de s'en tenir aux patients qu'il a devant lui, dans son bureau, avec des dossiers médicaux, et de ne pas pratiquer la psychologie punitive, ne pas commettre des abus politiques en psychiatrie, comme il a semblé vouloir le faire. Lorsque j'aurai terminé ma plainte, je suis en train de la rédiger pour qu'elle soit bien faite. Je la publierai sur les réseaux sociaux, Telegram, VK, Gab, etc. Vous pourrez la lire et en tirer certains éléments dedans, notamment le fait que c'est ça qui diagnostique à distance, sans avoir vu notre dossier médical, qui s'appuie, il fait une intervention médiatique sans avoir les données nécessaires à son intervention médiatique. Vous comprenez? Il n'y a aucune base, par exemple, au fait de dire qu'il y a 1% de personnes, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit, qui sont en déni de la réalité ou qui sont troubles du comportement. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'expression qu'il a utilisée. Il dit ce 1%-là est automatiquement drainé chez les complotistes. Il ne se base sur rien pour dire ça. Il porte préjudice, il vous cause un préjudice, vous, dans votre famille, etc. Il utilise un langage inflammatoire, alors qu'il devrait être un spécialiste, devrait utiliser un langage plus technique. Hein? C'est parce que c'est un docteur médiatique, le docteur Chamberlain. Il aime ça être à la télévision, là. Et on s'emporte quand on est comme ça. Il passe des diagnostics un peu trop rapidement. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui.